Révision des réseaux d'adduction, donc on est toujours dans l'usage domestique et le public, et au public de l'eau. Donc, révision des réseaux d'adduction d'eau, l'installation de limiteurs d'eau, est-ce que c'est pertinent? Réutilisation des eaux d'usées traitées, donc ça a été évoqué par Julie. Récupération des eaux de toiture, j'arrose mon jardin avec l'eau de pluie, je lave ma voiture chez un professionnel qui recycle l'eau, interdiction des piscines et stop à l'arrosage des golfs. C'est un sujet. Donc voilà, ça c'est... Voilà. Quand on a fait ce plan de gestion de la ressource en eau, on a demandé à tous les agriculteurs du bassin versant de l'Hérault de déclarer un peu ce qu'ils envisageaient à l'horizon 2030 comme volume qui prélèverait sur le milieu naturel en eau. Voilà. Et sur la basse vallée de l'Hérault, on a un agriculteur, une exploitation, qui avait 150 hectares de maïs semence, qui demandait plus en volume que l'ensemble de tous les agriculteurs, que ce soit oignons ou autre agriculture, sur l'ensemble du bassin versant que je vous ai montré tout à l'heure. Une chose très simple, très bon marché, qui peut bien aider et qui n'a pas été énoncé dans cette liste, ça a été fait à Poitiers. Bon, c'est un écosystème différent là-bas, mais quand même, tous les parkings ont été débitumés et ont été mis en gravillon. Ce qui fait qu'une surface imperméable est devenue perméable. Ce qui fait que l'eau de pluie, quand elle tombe, elle rentre dans le sol. Elle va nourrir notre aquifère. Et donc, l'eau, elle coule. C'est toujours, il ne faut pas seulement y penser en termes de stock, il faut la penser en termes de flux, en termes de trajectoire. Donc, quand elle rentre dans le sol, elle n'est pas perdue. Elle va revenir à la surface en tant que source, en tant que rivière. On va la revoir. Hein. Et du coup, désimperméabiliser le maximum de sol, c'est très important. Ici, on n'est pas dans une région où il y a beaucoup de marais, hein, de zones humides, c'est clair. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on a transformé plus de la moitié de nos zones humides en France en parking. Alors, une zone humide, c'est une éponge vivante qui, lorsque vous avez pas mal de pluie, va se gonfler et retenir l'eau. Donc, ça vous protège contre les inondations et ça garde l'eau dans le système terrestre. Si la pluie tombe sur un parking bitumé, comme on a pas loin d'ici, hein, elle va s'évaporer. Et vous vous rappelez, seulement 3 manières que l'eau quitte le système terrestre, l'évaporation en est une. Donc, on peut adopter des mesures très bas coût qui permettent quand même de garder l'eau dans le système terrestre. Et ce qu'il faut, c'est regarder toutes ces bonnes idées et essayer de les comparer en termes d'efficience à plusieurs niveaux d'échelle. Donc, si vous avez du mal à maintenir la pression dans le système, dans une municipalité, parce que vous avez tellement de fuites, eh ben ça, c'est un gros problème, parce que du moment que la pression tombe, plus personne ne peut avoir de l'eau dans son robinet. Donc là, ça vaut peut-être vraiment la peine d'investir beaucoup d'argent là-dedans. Mais si vous pensez à l'environnement dans son ensemble, il faut comparer toutes les options possibles et essayer de voir qu'est-ce qui est le meilleur rapport qualité-prix, enfin que l'investissement en vaille vraiment la peine. Et c'est là où on doit penser qu'ici, on a un patrimoine extraordinaire. Les anciens ont construit toute la montagne. Ils l'ont complètement bâti de pensières, de trancades, de toutes sortes d'infrastructures vernaculaires qui fonctionnent si on l'entretient. Et quand vous regardez tout le réseau de trancades, vous voyez qu'ils distribuent l'eau dans l'espace et donc empêche que toute l'eau de pluie d'un épisode cévenol atterrisse au même endroit et fasse s'écrouler la montagne ou fasse d'énormes dégâts, même parfois des morts. Donc on a à notre disposition une technologie low cost, ici localement, que nous avons dévalorisée au cours des dernières années, que nous avons perdu l'habitude d'entretenir et qu'on pourrait réhabiliter très facilement. Actuellement, vous avez un arrêté sécheresse qui est en cours de validation, qui est encore au domaine public jusqu'au 14 avril. Et voilà, on est en train de faire une réglementation par rapport à un niveau d'eau et qui va avoir des conséquences pour notre métier parce que malheureusement, nous on utilise l'eau et qu'on va nous supprimer l'accès à l'eau suivant les jours, suivant les horaires, jusqu'à une alerte la dernière où on n'a plus accès du tout à l'eau et on laisse mourir nos cultures. Et je peux vous dire que quand vous avez travaillé un an, que vous avez taillé vos pommiers, que vous avez tout fait le boulot, vous arrivez comme l'été dernier, à quelques jours avant la récolte, et vous ne pouvez même pas apporter un peu d'eau pour que votre culture arrive au bout. Et je peux vous dire que ça a été mal vécu par les agriculteurs, et c'est quand même grave qu'on ne puisse pas amener un peu d'eau pour sauver son travail. Et je pense que notre métier il doit être respecté, et on doit respecter, on parle de gaspillage,
Et je trouve qu'interdire d'arroser une culture dans les derniers jours, c'est un véritable gaspillage parce que les fruits tombent, ils ne seront même pas consommés. Donc il faut être très vigilant, il faut la partager cette eau, il faut essayer de faire des choses pour la stocker quand elle est vraiment là et la redistribuer quand elle n'est pas là. Et je pense qu'aussi au niveau architecture, au niveau urbanisme, on nous fait faire une étude de sol maintenant pour faire une maison, il faudrait faire une étude pour stocker un peu d'eau pour les besoins de la maison. Et je trouve que c'est une cuve, chaque maison aurait une cuve de 2000 litres, ça serait énorme pour la consommation des quelques fleurs de plein de choses. Et c'est vraiment un rien et multiplié par le nombre de maisons, vous vous rendez compte de l'eau qu'on peut stocker. Donc voilà, je pense qu'il faut s'adapter, les Espagnols, les Italiens, le Maroc. Si vous prenez l'avion un jour et vous traversez l'Espagne, vous allez voir. Ces gens, comme ils ont fait des stockages, et ils stockent de l'eau et ils la redistribuent. Voilà, alors je ne dis pas qu'il faut faire tout partout des bassins, mais il faut essayer on a quand même l'agriculture, c'est ce qui nourrit l'homme, et c'est primordial. Attention si on perd tous nos agriculteurs, parce que quand le produit va venir de loin, il va au niveau de l'écologie, ça ne sera pas un bon plan. Quand ça va arriver du Brésil, quand vous voyez comment travaillent les agriculteurs brésiliens, je suis peu inquiet moi. Parce que bon, en France, quand même, on a encore des normes, on a encore des cahiers des charges. L'oignon doux des Cévennes en est un exemple, parce qu'on a un cahier des charges où toutes les grandes surfaces veulent ce produit, parce que vraiment, il est certifié, il est contrôlé. On a des contrôles inopinés. Je peux vous dire que les supermarchés, faut pas, voilà, ils viennent très régulièrement dans la structure. Ils arrivent inopinés, et ils font des contrôles de l'eau, et ils contrôlent comment sont les produits. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de n'importe quoi qui est fait. Et ça, excusez-moi. On prendra une question après. Voilà, mais c'est important, et je pense que l'eau devient un sujet, et on voit ce soir au monde qu'il y a. C'est qu'on ne s'est pas rendu compte depuis des années que ça baissait, et là maintenant, cette année, c'est vraiment on est face à une pénurie qui est telle que comment on va faire, et on est inquiet, il y a de quoi en être inquiet. Alors, oui, 2 minutes. Donc, avant de réagir, puisque de toute façon les deux sujets sont mélangés maintenant, je vais vous évoquer les sujets agricoles. Après, je te laisse réagir à ça, Julie, pas de problème. Et notamment, René, sur les obligations aussi qui nous incombent pour les fuites d'eau, si tu veux réagir là-dessus, avec le CISPA notamment. Donc, sur le thème agricole, juste pour vous évoquer rapidement les questions, puisqu'on les a enclenchées indirectement. La reconsidération de l'agriculture en général, voilà ce qui a été évoqué, l'adaptation des pratiques culturelles aux situations locales, la généralisation de l'irrigation, et des propositions d'action qui ont été faites en ce sens. Donc c'était la restauration des béals, on l'a évoqué là aussi, la reconversion de la culture d'oignon doux vers une production moins consommatrice d'eau, ça a été aussi évoqué, les mesures d'accompagnement à la reconversion, la plantation de chênes de liège, proposition, réutilisation des eaux usées des stations d'épuration, et une nouvelle pratique, jardin sans eau. Voilà, comme ça on a fusionné les deux sujets, et je vous évoque ce qui a été dit sur les marchés. Donc je te laisse poursuivre, Julie. Merci. Merci, c'est très important ce que mon voisin a dit, et je voudrais vraiment réagir dessus. Parce que quand vous évoquez le golf et le besoin des agriculteurs, il faut distinguer besoin de demande. Vous remarquerez que les gens qui font les méga-bassines ou qui font des golfs disent « j'ai besoin d'eau ». Définissons ce qu'est un besoin, définissons ce qui est une demande. Une demande, c'est un concept économique. C'est combien d'eau vous êtes prêt à acheter, à quel prix. Si vous êtes très très riche, vous pouvez exprimer une très grande demande. Si vous allez créer une grande plus-value avec cet achat, comme par exemple faire payer des gens très riches pour venir jouer au golf, alors c'est rentable et vous allez exprimer une très grande demande. Est-ce que vous avez un très grand besoin? Là, je ne suis pas d'accord. Un besoin, c'est déterminé par la biologie. Vous avez tous besoin de boire de l'eau. Vous allez tous être en mauvaise santé si vous ne buvez pas suffisamment d'eau. Vous allez tous être en mauvaise santé si vous ne pouvez pas entretenir un certain niveau d'hygiène. Ça, c'est un besoin. Alors, il y a évidemment une zone grise entre besoin pur, comme boire de l'eau quand on a soif, et la demande du golf, qui est vraiment une demande économique pure. Soit dit en passant, votre demande, si vous n'avez aucun argent, votre demande est automatiquement satisfaite. Hein? Donc vous pouvez être en train de mourir de soif, votre demande est satisfaite, mais celle du golf peut-être pas. Donc est-ce qu'on doit penser l'eau en termes de demande? Collectivement, on n'a aucune obligation de répondre à toutes les demandes économiques. Là, on peut établir des priorités. Par contre, collectivement, on a un devoir
de s'assurer que les besoins de chacun soient satisfaits. Et c'est ça qu'il faut toujours garder en tête. Alors évidemment, il arrive une zone grise où là on dit « Ah oui, il irrigue pour vendre ses produits. » Oui, mais il fait vivre sa famille. Donc là, c'est effectivement une demande économique, mais c'est aussi un besoin. Hein. Donc il y a une zone grise où là, il faut collectivement prendre des décisions et établir des priorités. Mais il faut vraiment que ce soit très clair dans nos têtes. Or, je lis le projet d'arrêté sécheresse, que vous pouvez tous lire, hein, il est public, toujours en discussion avec le public jusqu'au 14 avril, et je vois, vous pouvez tous vérifier hein, que j'ai pas fait d'erreur, page 12, article 13, qui décrit les mesures en temps de crise. Donc vous aurez 4 niveaux d'alerte. Alerte vigilance, on est déjà dedans. On demande aux gens, faites un effort. Ne prenez pas des douches de 3 heures, faites un effort. Ne lavez pas votre voiture, si elle n'a pas besoin d'être lavée, vraiment. Mais après, il y a le niveau d'alerte, je ne sais plus... non, renforcé, c'est le 3e niveau. Après, il y a le niveau d'alerte. Alerte 1 et puis alerte renforcée. Alors, alerte 1, là, on vise à diminuer de 30% les prélèvements dans le milieu. Alerte renforcée, on vise à diminuer de 50% les prélèvements dans le milieu. Et puis, vous avez le niveau crise, c'est le 4e niveau. Or, niveau crise, ça veut dire la situation que vous décrivez. Des gens qui ont travaillé tout l'été, toute l'année, et qui perdent tout, parce qu'on leur dit, vous n'avez plus le droit d'irriguer, par exemple. Ce qui est quand même un gros problème, une grosse crise pour une famille. Il y a une exonération pour certains cas. Cette situation de crise ne va pas frapper certains acteurs. Je note, vous pouvez le vérifier, article 13, page 12, que en fait l'agriculture sous contrat est exonérée des mesures de crise. Qu'est-ce que c'est l'agriculture sous contrat? C'est qu'au moment où vous semez votre récolte, vous l'avez déjà vendue. Vous avez un contrat avec une chaîne de supermarchés, peut-être à l'autre bout du monde, c'est souvent à l'autre bout du monde. Les céréaliers font ça, ce qui est bien pour l'agriculteur, ça peut être McDo, et ce qui est bien pour l'agriculteur, c'est qu'il sait déjà à quel prix il va vendre chaque tonne de son produit. Donc il n'a pas de risque de mise sur le marché. C'est la raison pour laquelle on a la coop, c'est pour la commercialisation, qui est toujours un problème hein, pour l'agriculteur. Donc il n'y a pas ce risque-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'agriculteur devient un technicien sur sa propre terre, parce qu'il y a un cahier des charges très précis. Si on dit que vous devez traiter 5 fois, par exemple, avec des insecticides, et vous savez très bien, parce que vous connaissez votre terrain, que 2 traitements, ça suffit, vous devez traiter 5 fois, hein, parce que vous vous insérez dans une économie totalement globalisée. Les oignons de la coop sont vendus à 85% en France, 15% d'exportés. Là, si vous êtes dans une agriculture sous contrat, vous nourrissez la planète, mais pas vraiment vos voisins hein, immédiats. Et eux, ils sont exonérés pour la mesure des crises. Moi, je m'étonne quand je vois ça. Je me dis, quelles priorités ont prévalu ici? Et est-ce qu'en tant que citoyen, on ne peut pas demander à revoir ces priorités? Oui. Oui, alors là, vraiment, je suis tout à fait d'accord, parce que je voulais revenir sur l'histoire de l'agriculture en disant, en fait, on raisonne toujours en France en disant l'agriculture. Moi, je serais pour dire les agriculteurs. Voilà, les agriculteurs. Et on le voit au niveau du territoire qu'on a, c'est qu'on a, tu parlais du maïs tout à l'heure, voilà, on a un système où la principale, alors je ne sais plus s'il faut dire prélèvement, consommation, je suis perdu. Voilà. Donc un quart de l'eau poussée par l'agriculture est fait pour de l'agriculture d'exportation. Un quart. Donc essentiellement dans le sud-ouest, dans la région parisienne, etc. Quand je vois ce chiffre, c'est énorme. Et justement parce qu'ils sont sous contrat, eux, il n'y aura pas de restriction pour eux. Donc là, on a vraiment... voilà, le 14 avril est une date importante. Je crois qu'il y a le Conseil constitutionnel qui sera élu, mais en même temps, il y a l'arrêté de sécheresse qui va arriver, donc il faut intervenir aussi d'ici le 14 avril. On va d'accord, on va tous intervenir, c'est très important. Donc, je reviens sur cette histoire. Est-ce qu'on est capable, par exemple, tu disais tout à l'heure que c'est très long l'adaptation de culture au changement climatique. Donc moi, le terrain où je suis, c'est plutôt viticulture. Donc la viticulture, elle est obligée de s'adapter. Il y a des cépages qui ne sont plus du tout adaptés, ils n'arrivent plus à maintenir les choses. Et donc on a une demande immédiate, voilà, qui dit qu'il faut irriguer. Voilà, on ne peut pas irriguer partout, c'est très difficile. Et donc là, il y a des procédés, sont-ils aidés? Quelqu'un qui décide de changer une plantation, verger, ou viticulture, tout ce que tu veux, pendant un certain temps, il n'a pas de revenus. Il n'a pas de revenus. Donc comment sont-ils aidés? Mais il n'y a pas d'aide. Il n'y en a pas.
alors que la PAC n'a pas prévu d'aide sur ce terrain-là. Alors, il y a une petite aide de l'agence de l'eau, mais le budget de l'agence de l'eau, avec, vous savez, les redevances, quand vous payez votre eau, il y a une partie qui s'appelle redevance, ok, ça va dans une agence, c'est une très bonne chose que cette institution existe, et elle le redistribue en fonction de certains objectifs à définir. Eh bien, il y a une aide à la reconversion, elle est dérisoire, et quand vous interrogez l'agence, eh bien, nous, on a par rapport à la PAC, on est dans un rapport de 1 à 50. La PAC dépense 50, nous on dépense que 1, on ne peut pas dépenser plus. Et en plus, qui paye? Les usagers de l'eau. D'accord? C'est les usagers de l'eau. Ça ne fait pas partie de la solidarité nationale et de l'impôt. Donc il y a un vrai problème à se poser, les agricultures, et voir comment, y compris, on préserve l'agriculture de proximité. Donc, je ne sais pas, il suffit que vous fassiez J'ai fait moi un marché circuit court sur ma ville depuis 2008, avec des gens qui sont dans un périmètre, avec un surveillant, une charte, des choses comme ça. Bon, ils commencent à rentrer dans une angoisse, les gens, les agriculteurs qui viennent. Je ne sais pas si je pourrais revenir l'année prochaine. C'est la première fois que ça se produit. Donc il y a une vraie priorité à donner à l'agriculture par rapport à l'eau. Deuxième chose, on est dans un territoire, enfin, comment dire, le mien, qui est complètement déficitaire en eau. Le bassin versant sur lequel je suis, c'est même pas l'Hérault, hein. C'est l'Aise, Mousson et en face d'Alsacien, donc voilà. Combien il y a d'habitants sur le bassin versant? 525 000, d'accord? Toute l'eau qui est utilisée, c'est 60 millions de mètres cubes. Sur ces 60 millions de mètres cubes, il y en a 30 millions qui viennent du Rhône. C'est énorme, c'est énorme. Tout usage confondu. Qui viennent, 30 millions qui viennent du Rhône. Voilà, c'est le BRL, c'est le Rhône. Et on a une logique qui dominait il y a 25 ans, quand je commençais à m'occuper de ce genre de choses, c'est pas de souci, on a le Rhône. Okay, et puis même, vous vous souvenez, Fraîche, si vous voulez, même faire venir le Rhône jusqu'à l'Espagne, je sais pas quoi. Bon. Et donc, et ça s'est arrêté net. Et là, je vous donne une anecdote. Par exemple, toute la vallée basse de l'Hérault, il y a un gestionnaire d'eau pour l'eau potable, et il utilise essentiellement la nappe qui est sous l'Hérault. D'accord? La nappe qui est sous l'Hérault. Et ils doivent augmenter leur prélèvement. Ils ont l'autorisation pour l'augmenter, ils peuvent augmenter le prélèvement. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone touristique, et dans tout ce secteur, vous avez 700 000 personnes de plus l'été. Dans tout le secteur. Voilà. Et donc, les canalisations, tous les ouvrages, ils doivent être dimensionnés pour les 700 000 de plus, qui au passage ne payent pas plus. Hein. C'est ceux qui vivent là toute l'année qui payent le plus. Pour des canalisations qui vont pour les gens qui arrivent l'été. Et donc, ils sont coincés. Et bien, la solution qui a été trouvée, moi je me suis exprimé contre, mais enfin, la solution qu'ils ont trouvée, c'est qu'ils vont ils vont augmenter le prélèvement dans la nappe du Rhône, mais comme ça met la nappe de l'Hérault, pardon, mais comme ça met en cause le niveau de l'Hérault et l'étiage de l'Hérault pendant l'été, eh bien, ils vont déverser l'eau du Rhône dans l'Hérault. Ça fait de fou. Ça signifie que l'eau du Rhône est dans l'Hérault, ça va finir par pénétrer aussi un peu dans la nappe. Donc je dis, mais où va-t-on? Vous comprenez, il y a... réagir à ça en tant que chimiste? C'est une vraie difficulté. Ensuite, donc, je pense qu'il faut réfléchir à la façon dont on fait une économie de l'eau, au premier sens du mot économiste, comment on organise le partage de l'eau. On y reviendra peut-être, je crois que c'était la dernière question d'ailleurs. Comment on organise le partage de l'eau, c'est quel type de démocratie on met en place pour discuter et décider ensemble de ces usages de l'eau. Et ça me paraît essentiel d'aller. Dernier point, concernant les eaux, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la réutilisation des eaux usées. Il faut les utiliser. Moi, je trouve très bien que maintenant le golfe, anti-golfe, bon, il existe, regardez, le golfe de Agde est maintenant arrosé par le traitement des eaux usées qui sont de la station d'épuration. Voilà. Donc, c'est intéressant. Ils ont fait ça, je crois, à certains endroits. Quand je vois que l'eau potable est consommée par certains, je suis sidéré, pas que le golfe. Il faut vraiment réfléchir à ça. Je vais vous donner une autre anecdote. Dans ma ville, je regarde les consommations d'eau, et celui qui consomme le quart de la consommation de toute ma ville, 9 000 habitants quand même, c'est une entreprise. Alors, tiens, je ne savais pas qu'il y avait une grosse entreprise industrielle qui consommait de l'eau. Je la repère très bien, elle a 400 salariés, très bien, c'est le traitement du sang. Voilà, elle fait des produits à partir du sang. Une entreprise très utile, socialement, d'accord? Et je suis allé les voir, c'était il y a 7-8 ans de ça, voilà, avant d'être responsable à la régie, et je lui demande, je vais dans la salle où il nettoie, et l'eau coule en permanence. Permanent, tout le temps. Et je lui dis, mais ça coule tout le temps? Il dit, oui, 24 heures sur 24. Et le gars me répond, ben, on en a besoin pour laver les plaques. Voilà. D'accord, mais les plaques, vous les lavez en combien? 3-4 heures. Donc si ça coule 24 heures, pour un usage de 3-4 heures.
Il me dit, mais pour le mettre en marche, etc. Et à la fin, il me sort ça, de toute manière, l'eau est pas chère. Il y a vraiment une conscience à donner à ce sujet. Alors, sur l'utilisation des eaux usées, j'ai oublié de développer, ça me paraît important. Moi, je suis très prudent. Le président de la République a sorti un truc de fou. Il a dit on est 1%, on passe à 10%. Regardez, l'Espagne est à 20%. C'est comme ça qu'il a dû choisir 10%. Entre 0 et 20, la moitié c'est 10. Bon, on prend 10. Voilà, parce que c'est pas avec 10%. Tous les techniciens, sauf ceux qui ont peur de déplaire au pouvoir, ils disent c'est débile. Voilà, c'est débile, ça n'a aucun sens. On peut l'augmenter, mais il faut l'augmenter en fonction d'usages précis. Là aussi, il y a plusieurs usages possibles. Et donc, par exemple, si vous connaissez ma ville, elle est traversée par la Mosson. La Mosson, j'habite à 200 mètres de la Mosson, parfois elle n'est pas gentille avec moi, elle vient m'inonder, mais je l'aime beaucoup la Mosson quand même, d'accord? Et donc je vais à la Mosson. L'été, l'étiage de la Mosson, il est très bas, là, bien sûr. 60-70% de cet étiage, c'est l'eau reversée par la station d'épuration de Saint-Génie-du-Fès qui est juste au-dessus. Vous m'enlevez, imaginons qu'il y a Saint-Génie-du-Fès qui décide de prendre leur eau pour arroser de leur golf, d'accord? Voilà, je ne serais pas d'accord, ok? Parce que à ce moment-là, la Mosson disparaît, sous terre, et si elle disparaît, toute la vie en surface disparaît, toute la biodiversité, ça c'est un autre point, disparaît. Donc il y a les petites stations d'épuration, elles renvoient de l'eau au milieu, elles nourrissent le milieu, et il faut trouver un équilibre. C'est pour ça que le 10%, ça ne veut rien dire. On peut très bien augmenter, par exemple, le nombre de milliers de mètres cubes qu'on envoie à la mer, on peut très bien en utiliser plein pour l'eau. Mais il faut changer ça. Puisque tu m'as demandé de parler des canalisations, moi je suis d'accord, il faut pas en faire une philosophie absolue, mais elle est importante. Le problème, si vous voulez, c'est que les riches peuvent se payer. Les riches peuvent se payer. Nous, alors, c'est simple, quand je suis arrivé à la régie, il y avait 79% de rendement. Donc, comme il y a beaucoup d'habitants et que les gens payent leur eau et qu'on a des sous, et c'est pour ça d'ailleurs que Veolia s'occupe de tous ces machins, c'est que ça rapporte beaucoup. Une fois qu'on les a virés, on se voit avec plein de sous. D'accord? On avait un excédent de 50%. Imaginez une commune où vous avez un excédent de 50%. Voilà. Comme nous, on n'a pas d'actionnaires, donc on ne verse pas de dividendes, on n'a pas d'impôt sur les sociétés parce qu'on n'est pas une société. Tous les membres de nos conseils d'administration, la loi nous oblige d'être bénévoles, donc il n'y a pas de jeton de présence, il n'y a rien. Et puis, on a ces 50%, on les remet dans l'eau. D'accord? Et on a pu passer en quelques années de 79 à 86% de rendement. Mais par contre, en travaillant avec les autres territoires, les gens n'ont pas ces moyens. Quels sont ceux où c'est le plus cher? C'est là où il y a le plus de kilomètres de réseau. Où est-ce qu'il y a le plus de kilomètres de réseau? Dans les zones rurales ou semi-rurales. Et que donc il faut trouver un dispositif de transfert pour permettre à ces zones... Je connais quelques communes dans la périphérie de Montpellier, me disent mais comment on peut faire? Moi, ce budget, je ne peux pas l'assumer. J'ai un rendement de 40%, c'est rien. C'est vraiment aberrant, ils traitent de l'eau, puis après ils la perdent. C'est aberrant sur le plan du fonctionnement de la commune. Donc il faudrait trouver un système de péréquation qui permette à ce que l'eau ne soit pas simplement gérée. Voilà, je suis d'accord pour l'histoire du bassin versant, tu vois. Il faut réfléchir aussi. Alors, comment on s'équilibre entre le bassin versant? On n'est pas égaux devant le changement climatique. Et il faut réfléchir à la façon dont on crée du partage au niveau de l'eau. Et ça me paraît ça essentiel. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure qu'on était déficitaire, il y a une bonne partie de l'eau potable qui est sur le littoral, qui est en fait vient de BRL et de l'eau du Rhône. Et comme le disait mon voisin, ça suppose des traitements extrêmement chers, extrêmement élevés. Alors que les mesures qui ont été faites sur les principales ressources karstiques du secteur montrent une pollution extrêmement faible. Donc voilà, c'est un peu la situation. Alors que si vous allez dans la région parisienne, dans le nord, d'ailleurs l'article dont vous parliez tout à l'heure, qui est sorti aujourd'hui, il cite essentiellement les Hauts-de-France, la région parisienne, partie de l'Ouest, etc., des zones d'agriculture un peu productiviste et intensive, avec le fait qu'on a retrouvé non pas des proportions de molécules mères, mais là, comment on appelle ça, la molécule dérivée? Les métabolites. Métabolites, voilà, c'est ça, les métabolites, c'est-à-dire la molécule, et depuis le 1er janvier 2021, on doit la mesurer. Et donc, avant, on ne la mesurait pas. Attends, le problème c'est qu'il faut la connaître pour savoir la mesurer. Voilà, donc la majorité de ces métabolites, on ne connaît pas leur composition chimique, donc on ne peut pas les mesurer. Les mesures qui ont été faites prouvent que ça apparaît. Donc à ce moment-là, ça provoque la réflexion. Donc il y a un vrai problème de qualité de l'eau et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à la façon dont la ressource. Moi je voudrais juste un dernier mot sur la question de la démocratie. Quand tu disais que c'était une décision avant tout politique, je reviens sur
mon dada depuis, voilà, qu'il faut instituer une démocratie de l'eau. Et ce qui existe aujourd'hui ne suffit pas. Ce qui existe aujourd'hui, j'en suis membre, je sais comment ça marche, c'est le comité de bassin. Le comité de bassin Rhône-Méditerranée. Donc il y a un tiers, c'est les élus. Moi je suis dans ce tiers-là. Je ne suis pas par hasard, parce que les autres élus, ils ne pensent pas nécessairement la même chose que moi. Ensuite, il y a un tiers, c'est l'État. Et il y a un tiers, c'est tous les usagers de l'eau, parmi lesquels il y a EDF, nucléaire, il y a l'agriculture. L'agriculture, le pauvre gars qui représente l'agriculture biologique, il est tout seul. Il se fait engueuler par ses copains agriculteurs. Donc, à nouveau des agriculteurs. Il y a des associations environnementales très. Mais ce n'est pas une vraie démocratie de l'eau. La vraie démocratie de l'eau, c'est les citoyens du bassin versant. C'est les citoyens du bassin versant. Donc pourquoi moi j'ai un projet qu'on va mettre en place. Quand il a fallu passer à la régie de l'eau, bon, comme tout le monde était contre, enfin toutes les institutions étaient contre, on a commencé avec les associations par faire des référendums locaux. Et comme moi j'étais maire, j'ai fait un référendum de ma ville. Voilà. Le préfet m'a appelé, il m'a dit vous n'avez pas le droit de faire un référendum, vous n'avez pas la compétence. Je lui ai répondu c'est pas un référendum, c'est une votation citoyenne. Il m'a fait bon. Bon donc, et à ce moment-là on a organisé la votation avec la liste, etc. Et quand on est passé au vote, 95%, je vous assure, je n'ai pas 95% aux élections municipales, mais 95% ils ont voté pour la régie publique de l'eau. Après un débat public, on a donné la parole aux gens de Veolia, tout le monde pouvait parler. Débat public, c'est possible. Donc ensuite, il faudrait des conseils citoyens sur toutes les questions de la transition écologique. Et là, je voudrais revenir sur l'intervention tout à l'heure qui disait qu'il ne faut pas avoir un discours trop technico. Il faut être politique, on est d'accord avec vous, bien sûr. Le problème, c'est que moi, j'apprécie énormément, c'est quand il y a une vulgarisation qui permet à tous les citoyens de comprendre. On va prendre des gens pour des cons. Voilà, on peut leur expliquer, on peut leur donner les éléments pour qu'ils puissent trancher. Sinon, c'est comme d'habitude, c'est ceux d'en haut qui savent et pas nous. Donc il faut vraiment mettre en place cette démocratie de bassin avec les citoyens. Il y a déjà plein d'initiatives qui vont dans ce sens dans d'autres bassins. Je pense qu'on peut le généraliser. Il y a deux questions auxquelles on n'a pas encore répondu. C'est combien de communes ont eu l'eau coupée en 2023 ? En 2022, je sais que ça a été plus de 100 communes. En 2023, je ne sais pas. 2023, parce qu'on est qu'au mois d'avril. Oui. Parce qu'on a eu des l'année coupures passée, au mois de c'était juillet, août. Oui, c'était 2022. Oui, il y a eu plus de 100 communes en France qui ont eu l'eau coupée. Sur ce trimestre, ce serait intéressant dans les là, je ne sais pas. 1300 communes. 1300 communes ont eu des coupures d'eau partielles. 1300. Et la moitié de ces 1300 sont dans Rhône-Méditerranée. Je vais donner la parole à mon voisin parce qu'il y a une question à propos de couvrir les bassins. Les oignons, ça suffit. On se respecte. On se respecte. On se respecte, s'il te plaît, on se respecte. On se respecte, s'il te plaît. On va prendre une autre salle de questions tout à l'heure. Merci. Bon, merci Emmanuel. Justement, l'évaporation, pour répondre au monsieur, on y pense. Bon, il y a un très gros souci, c'est le vent. Le vent et que la bâche puisse tenir sur le bassin. Dernièrement, moi j'ai fait une intervention à Agropolis. Je parlais avec un scientifique qui me disait que ça serait peut-être une idée de mettre des panneaux photovoltaïques sur les bassins pour essayer de récupérer de l'énergie. Et ça éviterait aussi de l'évaporation. Donc on essaie de trouver des choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut travailler sur la profondeur du bassin et limiter la surface qui est exposée au soleil. Donc c'est très important de creuser profond et limiter. Donc plus on creuse profond et plus on stocke de l'eau et moins on l'expose au rayonnement du soleil. Voilà pour les questions. Alors, on va refaire un tour de questions, rapide toujours, je vais laisser une minute. Des questions? Oui. Alors, s'il vous plaît, je vous demande de respecter le temps. Oui, c'est malheureux qu'on n'ait pas plus de temps pour aborder le sujet le plus important. La publicité sur l'eau. Monsieur, merci, monsieur avec la casquette, merci, parce que, en effet, qui est-ce qui reçoit ce document? La publicité de l'eau est encadrée par la loi. C'est-à-dire, tous les ans, avec votre facture, vous devez recevoir ce document. Personne ne le reçoit. C'est le bilan annuel sur la qualité de l'eau.
Alors qui, en effet, se penche sur les bactériologies et sur les métaux lourds, et qui oublie, ce n'est pas abordé, tout ce qui est pesticides, herbicides, glyphosate, nitrates et tout le reste. Alors tous les gens, les analyses ne se penchent pas sur pesticides, herbicides, glyphosate, etc. Et puis produits phytosanitaires qui, c'est un article que j'ai fait circuler, il y en a deux, c'est sorti ce matin à France Inter et dans tous les médias. Il y a un dépassement de la plupart des nappes phréatiques en France, je ne sais pas quel pourcentage, pour ne pas dire de bêtises, mais une quantité fabuleuse, et sont polluées. Et ce sont des produits cancérigènes. Alors il y a un autre sujet, bien sûr, qu'on ne peut pas aborder en 30 secondes, c'est le transfert de la compétence de l'eau aux communautés de communes. Ce qui est pour les communautés de communes de montagne, il y en a pas mal dans notre coin, qui est une catastrophe, qui va faire tripler le prix de l'eau. Il y a une proposition de loi, excusez-moi, non, je ne rentre pas, je rentre tout le monde. Il y a une proposition de loi, il y a une autre proposition de loi, ils ne sont pas signés. Mais arrête, je ne sais pas que les oignons. Allez. Non, 15 secondes, je termine. Il y a une proposition de loi qui est passée au Sénat, elle vient du Sénat, elle a été votée à 250 contre 70 pour permettre aux communautés de communes de montagne de rétrocéder ou de ne pas donner la compensation de l'eau aux communautés de communes. C'est ça le sujet. Il y a un dernier sujet, il y a un site internet, excusez-moi, parce que vous n'avez pas signé avec des tas de Je termine. Il y a un nouveau site. Il y a un nouveau site internet qui s'appelle 6PA. C'est l'observatoire de l'eau potable et de l'assainissement, où vous aurez 1000 fois plus d'informations que ce qui est diffusé ce soir. Voilà. Merci pour votre équipe. Bonjour à tous, je vais essayer d'être rapide. Jérôme Savret, j'habite sur la commune de Valrogue. Et nous semons, cultivons poison du seigle en Normandie, puisque ici sur notre région, il n'en pousse plus. Chose qui était il y a des décennies. Et ma question, il y en a deux en fait en une. Et elle s'adresse à monsieur le président de la coopérative des oignons. Ne pensez-vous pas qu'il serait envisageable de revenir à des cultures qui demandent moins d'eau, chose qui est, je pense, tout à fait possible. Revenir par exemple à du seigle, puisque c'est des cultures d'hivernage qui créent de l'emploi, puisque nous, par exemple, on cultive le seigle, on a des ateliers d'insertion, des ateliers ESAT, et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, possible et envisageable. Non, je me mélange là dans mes textes, mais en tout cas, pour l'avenir, c'est quelque chose de bon. Donc j'aimerais bien pouvoir vous rencontrer pour en discuter. Merci. Une autre question peut-être ici. Oui, bonjour. C'est un peu en tant que pêcheur à la ligne que je vais m'adresser à vous. C'est sur la question du niveau des ruisseaux, des petits affluents, tous les petits cours d'eau qui entourent le Vigan. À l'Égoile, depuis 40-50 ans, on n'a pas une baisse de pluviométrie énorme. C'est relativement stable. On n'a pas non plus ici une agriculture qui pompe des masses, on ne fait pas de maïs, on ne fait pas de trucs comme ça. Il y a les oignons, mais ce qu'on disait, c'est pas les eaux, enfin bon, c'est pas forcément dans ces endroits-là qu'on trouve ces baisses de niveau. Et or, depuis 50 ans, 45, on a ces cours d'eau qui coulaient parfois toute l'année, parfois 6 mois par an, où il n'y a plus maintenant d'eau, jamais, que exceptionnellement quand on a un épisode Cévenol. Donc je voulais savoir, cette eau, elle est partie. Est-ce que la déprise agricole fait que maintenant on n'entretient plus ces petits cours d'eau, ils s'embâclent de végétation et puis les résultats c'est perdu. Voilà, c'est une vraie question, hein, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une réponse. C'est une demande ou un besoin? On va voir s'il y a quelqu'un qui parle là-bas. Une autre question par au fond, Fabienne. Fabienne là derrière toi.
aussi le fait de garder de l'eau, de faire des réserves d'eau, quels risques sanitaires cela peut-il poser? Je me réfère à ce qui s'est passé un peu dans les Outre-mer, où effectivement le fait de faire des réserves en eau ont créé la venue de chikungunya par exemple, ou d'autres insectes de ce type, et qu'est-ce que ça peut représenter en termes sanitaires? Merci. Merci. Efficace. On a une question ici. Il faut de tout pour faire un monde. Bonsoir. Bon, moi je me réjouis de l'aspect démocratique de l'eau, parce que j'ai l'impression que c'est capital, et du coup aussi de démocratiser un peu le savoir scientifique autour des questions de l'eau, parce que j'ai l'impression que les chiffres on les connaît pas bien, et notamment en termes de proportions. Donc qu'est-ce qui concerne le territoire plus du Vigan par rapport au bassin versant complet, et donc la responsabilité aussi, ou ce qu'on peut demander aux gens de faire comme effort dans les différents secteurs. Et je voulais avoir la réponse, si c'est possible, si on la connaît, par rapport aux baisses des cours d'eau ou des endroits de stockage, enfin des réserves d'eau, quel pourcentage relève du réchauffement climatique pur, et quel pourcentage relève des activités humaines, sachant que les activités humaines aussi peuvent aussi contribuer au réchauffement climatique, mais là je parle juste de la dégradation des sols ou de changement de pratiques d'irrigation. Voilà. Donc au niveau de la proportion, ça me paraît important d'avoir une vue là-dessus, savoir sur quoi on peut agir vraiment. Merci. D'autres... Oui, Olivier. Oui, moi je voulais juste dire quand même que l'eau perdue quand elle va à la mer, quand même que le jour où le Rhône n'ira plus à la mer, ça sera un grand désastre. Oui, Fabienne, maintenant il y a quelqu'un. Pour la défense incendie, est-ce que vous avez pensé? Parce que si notre forêt brûle, nos sources pâliront. Parce que les Canadaires, vous savez qu'il y en a un de Canadaires, il n'y aura pas que les Cévennes qui auront la sécheresse. Il y aura la France entière. On va se disputer les Canadaires. Or, il existe les petits hélicoptères bombardiers d'eau. Il y a beaucoup de régions qui vivent dans le sud de la France. Alors peut-être qu'il faut faire des réserves pour ces hélicoptères. Parce qu'on ne vend pas les Canadaires qui visaient le lac des Pises. Et le lac des Pises, d'un petit on le perdait. Vous vous rendez compte de cette connerie? Oui, c'est vrai. Donc petit on perdait le lac des Pises. Des lacs des Pises, il faut en faire 2 autres. Et si vous voulez les tuyaux, je vous donnerai les endroits. Oui, une autre question? Je voudrais poser la question en termes de démocratie. Il me semble que sur les bassins versants, c'est les sages qui sont mis en place pour représenter un peu les différents groupes. C'est la commission locale de l'eau, et le sage, c'est le schéma d'aménagement. Oui, pardon, autant pour moi. Et j'aimerais savoir quelle est la représentation des citoyens dans ces groupements. René, tu répondras tout à l'heure. Merci, alors on va laisser répondre pour conclure, parce que ça fait, le temps passe, on pourrait rester longtemps. Hervé, la dernière. Merci, monsieur Manuel. Très rapidement, on parle de l'eau, c'est tout à fait, on est en plein dans le sujet quand on parle consommation, surconsommation, mauvaise gestion. Et juste un mot pour dire que moi j'ai été élu, je me suis occupé du débroussaillement, des obligations légales de débroussaillement qui ne sont pas réalisées à 70% dans le Gard. Or, quand on parle de manque d'eau, et d'ailleurs à ma gauche on vient de parler du lac des Pises qui a failli être asséché, donc il faut parler aussi de protection contre l'incendie parce qu'on aura une garantie des sécheresses de plus en plus dures, donc des incendies, et si le feu prenait sur un des versants du Vigan, on aurait de grandes surprises. Voilà. Merci. Donc je vais laisser les intervenants répondre, et puis après je laisserai la conclusion à Irène. Merci. Donc moi toujours je traite les problèmes agricoles.
Pour répondre au monsieur, au niveau du seigle, il n'y a pas de souci, on peut mettre du seigle, vous pouvez venir nous voir à la coopérative. Nous déjà on fait de l'engrais vert. Dès que les oignons sont arrachés, on plante des légumineuses mélangées avec une céréale et avec des carottes, les pois, du pois foragé. C'est un mélange céréales et comme ça, ça fixe le sol et ça évite des gros, quand il y a des gros épisodes de sévenol, que la bonne terre s'enlève. Et c'est de plus en plus fait. Et vous pouvez voir, les gens, on travaille le plus tard possible nos champs pour que justement il y ait toujours un couvert et que ça capte du carbone et tout ça. Donc ça c'est la première chose. Après, à la question sur les risques sanitaires, je pense que malheureusement le moustique tigre, il est arrivé malgré les réserves et ce n'est pas les quelques petites bassines que nous avons qui va augmenter la population de ces ravageurs. Après, pour l'instant, on n'en a pas vu, pas plus que le compte. Et pour répondre enfin à la dernière question, c'est sur le risque incendie. Le monde agricole donne la priorité aussi à faire le bassin, souvent en coteau, pour que l'hélicoptère, il le fait déjà, moi, sur Semaine, souvent l'hélicoptère vient prélever. Alors, un hélicoptère, juste pour information, c'est 1 mètre cube qui vient prélever, il n'y a aucune autorisation, il arrive, il prend, il va essayer d'arrêter le feu dans les premiers instants. Parce que le feu de forêt, quand il est arrêté au départ, c'est pratiquement gagné à 100%. Quand ça commence à prendre des hectares et des hectares, c'est très compliqué. Donc justement, si tous les agriculteurs du secteur avaient un bassin, un mandagou, la Semaine, on aurait une couverture par les coteaux de suffisamment de bassins. Et ça servirait aussi à l'agriculture, en laissant une part pour le risque incendie. Voilà. Merci. Moi, je prendrai la question sur l'eau à la mer, est-elle perdue? Ah ben non, elle n'est pas perdue, elle n'est pas gaspillée. On a des ostréiculteurs sur l'île de Léron qui ont beaucoup souffert cette année parce que les rivières qui arrivaient dans l'estuaire étaient à sec. Or, elles apportaient des nutriments. Les moules qu'on cultive, les huîtres, enfin on ne les cultive pas, on les élève. Et eux disent, nous sommes comme des apiculteurs de la mer. Mais leurs moules, leurs huîtres sont nourries par les nutriments apportés par les rivières. Lorsqu'elles sont à sec, elles ne vont pas atteindre la taille suffisante pour être vendues. Et du coup, ils ne peuvent pas vendre leur production. Donc, ça crée un problème économique, ça crée aussi un problème environnemental, parce que ça veut dire que l'eau qui devrait être moins salée que l'eau de mer ordinaire, son niveau de salinisation augmente, sa concentration en sel augmente. Donc effectivement, l'eau qui arrive à la mer, elle n'est pas perdue. Le jour où on verra le Rhône qui n'arrive plus du tout à la mer, on sera dans la même situation qu'au Mexique avec le fleuve Colorado. Le fleuve Colorado n'atteint plus la mer. Et c'est une catastrophe. Donc oui, il faut inclure nourrir la mer aussi dans le partage de l'eau qu'on doit faire. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, toute l'eau est déjà utilisée avant que nous ne prélevions le moindre mètre cube. Donc, parce que la nature l'utilise, l'écosystème l'utilise. Donc c'est toujours un choix qui va correspondre à nos valeurs. Qu'est-ce qu'on valorise? Quels sont les dommages qu'on trouve acceptables, équitables? Comment est-ce qu'on va répartir les souffrances, finalement, hein, les pertes de tout et chacun, humain et non humain. Sinon, il y avait une autre question. Le sage, j'imagine, c'est René. Et je vois plus. Ah, pour les réserves d'eau. Oui, effectivement, les moustiques vont quand même, ça vous ne pouvez pas limiter. Et effectivement, on va avoir de nouvelles maladies, mais ça vient avec le changement climatique. On va avoir un nouvel écosystème, et d'ailleurs ça rejoint la question, quelqu'un a dit quel pourcentage relève du changement climatique, quel pourcentage relève des pratiques terrestres. En fait, elles sont liées. C'est les pratiques terrestres qui causent le changement climatique. Donc, utiliser, consommer plus d'eau. Donc vous allez pomper plus, vous allez donc retirer de l'eau des rivières. Et donc en fait les pratiques humaines sont, c'est ce que Bruno Latour appelait un objet hybride. On n'a pas d'objet purement naturel et d'objet purement social. On a toujours un mélange des deux. Alors pour rebondir un peu sur le changement climatique, puisque ça a été un peu la question de la pluviométrie, comment
vont se repartir un peu le régime des eaux. Donc, et notamment, en fait, il y a eu une étude qui a été faite sur le Gard pour voir un peu ce que donnerait l'évolution du changement climatique au niveau du département à l'horizon 2050 et puis 2100. Bon, il y a une élévation de la température qui va être, en fait, l'élévation va être plus importante au niveau des Cévennes, c'est-à-dire en altitude plutôt qu'en plaine. Il fera toujours plus chaud en plaine, mais seulement on va prendre plus de degrés d'élévation en Cévennes qu'en plaine. Voilà, un peu pour les températures. Après, pour ce qui est de la pluviométrie, en fait, ce rapport ne dit pas qu'au niveau du Mont Aigoual, on va avoir une baisse de la pluviométrie annuelle. On aura toujours à peu près le même volume d'eau par an qui tombe sur nos vallées. Le problème, c'est que ça va être réparti différemment. On va avoir plutôt un régime qui va se transformer. Alors, est-ce qu'il va rester constant comme ça ou est-ce que c'est qu'une transformation? Où on va avoir plus de sécheresse d'hiver. Une période, voilà, plutôt au printemps, on va dire, où on risque d'avoir, et ça s'est déjà vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces 5 ou 10 dernières années, on a eu parfois presque des épisodes cévenols de printemps. Mois de juin. Donc ça, il semblerait que c'est un peu vers ça qu'on va se diriger après, avec une sécheresse d'été, et de nouveau, toujours des épisodes cévenols à l'automne, tels qu'on les connaît, mais qui risquent probablement d'être plus intenses, dû en fait aux augmentations de température. Donc, par exemple, la température de la Méditerranée va augmenter, donc forcément il va y avoir plus d'évaporation, donc plus d'eau contenue dans l'air, et quand ce front chaud arrive et rencontre le front froid qui vient de derrière l'Aigoual, ben, c'est à ce moment-là que ça nous tombe dessus, et qu'on a l'épisode cévenol. Donc voilà, grosso modo, ce qui risque d'être le régime de pluviométrie. Donc il faut savoir aussi que de l'eau qui tombe au mois de mai-juin, au moment où toutes les plantes sont en pleine croissance, finalement ne s'infiltre pas dans les nappes, parce qu'elle est consommée tout de suite par les plantes, en fait. Donc ça change aussi la donne sur les eaux souterraines et les recharges des nappes phréatiques. Au niveau des rivières, des débits dans les rivières, alors là, justement, on reprend un peu la carte qu'il y avait tout à l'heure avec la chose, c'est que par exemple, le fait de faire des banquettes, donc on revient des terrassiers, on revient à ce qu'on disait, quand vous mettez une surface perpendiculaire à la pluie, forcément vous infiltrez plus que si vous laissez une pente naturelle de la montagne. Alors pourquoi aujourd'hui on semblerait-il qu'on ait moins d'eau, ce qui n'est pas forcément avéré? C'est peut-être parce que par le passé on avait plus de terrasses qui étaient entretenues et aussi plus de couverts forestiers. Et par exemple le châtaignier qui est un feuillu, qui perd ses feuilles, qui fait une couche d'humus assez importante qui va retenir l'eau aussi. Hein, donc tous ces phénomènes-là, voilà, il va falloir avoir à l'esprit aussi dans le futur qu'il va y avoir deux maîtres mots, limiter le ruissellement, favoriser l'infiltration. Et donc que ce soit au niveau de tout ce qu'on peut avoir comme activité, à chaque fois, il va falloir se poser ces questions-là. Ça va être peut-être un parking de 100 mètres, on va dire 100 mètres carrés, qu'est-ce qu'on va faire pour 100 mètres carrés? Oui, mais c'est là les petits ruisseaux qui vont faire les grandes rivières. Hein, je veux dire, donc il faut aller vers ces gestes, vers ces façons de faire qui vont plutôt dans un sens positif, même si on va dire que voilà, ça n'a pas beaucoup d'impact. Par exemple aussi, remettre à niveau et relever les seuils qu'il y a dans nos rivières. Parce que ça favorise aussi l'infiltration. Ça ralentit en fait ce qu'on appelle le transport solide. Donc on va avoir des zones où on va avoir des graviers. Alors c'est vrai que des fois on ne voit pas la rivière, mais elle est dessous. Ça va ralentir aussi le débit des eaux, notamment à l'étiage quand on en a besoin. Ça ralentit aussi l'évaporation, ça favorise l'infiltration. Donc tout ça, il va falloir se poser les questions, et les bonnes questions. Et il va falloir voilà, aller un peu dans tous ces sens-là.
René peut conclure. Alors, d'accord, juste, je parle de la... Alors, quelqu'un a évoqué la compétence de eau et assainissement qui va passer à la communauté de communes. Qui est passé souvent. Ou qui semblerait passer, pour nous c'est pas encore le cas ici, en 2026. Alors, effectivement, il y a une incertitude au niveau voilà, on ne sait toujours pas si le Sénat va se prononcer contre ou pour, etc. Je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients. Alors, pour nous ici, l'inconvénient, c'est effectivement un éloignement démocratique. C'est-à-dire que les présidents de Comcom, ce n'est pas nous, citoyens, qui les élisons. Ce sont nos conseillers municipaux. Ce sont nos conseillers municipaux et bien souvent, en fait, quand vous avez une campagne électorale municipale, on ne va pas vous parler de la communauté de communes, on ne va pas vous parler du projet du futur président de la communauté de communes. Qu'est-ce qu'il va faire sur telle ou telle compétence qui maintenant sont à la communauté de communes. Donc ça, c'est un petit peu le problème avec les communautés de communes, c'est l'éloignement démocratique. Maintenant, le problème qu'on a avec l'eau et l'assainissement dans nos petits villages, c'est qu'en fait, ça coûte une fortune. Et de plus en plus, on ne peut pas faire face aux frais, et, à moins de vous augmenter l'eau d'une façon catastrophique, c'est difficile. Donc là, le fait d'être en communauté de communes, ça va permettre de mutualiser un peu les choses. Plutôt que si on a un certain volume financier, quelque part, on n'est pas obligé de faire appel au prêt, d'emprunter dans des banques pour faire un projet. On peut le faire sur son budget. Voilà. Donc ça va permettre peut-être des choses, peut-être de... Soif. Donc on va aller assez vite. Donc juste pour dire, parce qu'on pose la question, alors dans le jargon, on appelle ça la clé du sage. Les gens normaux se demandent de quoi on parle. La clé, c'est la commission locale de l'eau. Le SAGE, c'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur un territoire de bassin versant. Et c'est encadré par un schéma directeur, le STAGE, qui est à l'échelle de tout le grand bassin. Tous les bassins versants n'ont pas de SAGE et de clé. Il y en a qui ne l'ont pas encore. Et donc c'est une structure, bon, il vaut mieux qu'elle existe plutôt qu'elle n'existe pas, okay, pas être négatif. Mais c'est quand même une structure qui rassemble essentiellement des élus, des associations environnementales, les gros consommateurs d'eau et les services de l'État. Voilà, en gros, les trois structures, et ils discutent de l'eau. Alors là, actuellement, ce qui se passe, c'est que il y a une vraie... La preuve, cette salle, vous êtes venus nombreux. Il y a, je sais pas, il y a 10 ans, on a fait une réunion sur l'eau, peut-être que... 2 personnes. Voilà. Et donc, il y a une vraie partout où ça se passe, on me demande de venir à une réunion, c'est toujours plein de craqués. Donc ça signifie qu'il y a une mobilisation générale de la cité sur la question de l'eau, etc. Donc moi je suis ni optimiste, ni pessimiste, ni l'un ni l'autre. Il faut prendre avec froideur les conséquences du changement climatique sur nous, et puis nous, comme humanité, mettre au point le dispositif qui nous permet d'y faire face. Parce que souvent, le pessimisme excessif peut aussi bien déboucher sur l'inaction totale, d'accord ? Comme l'optimisme aussi d'ailleurs. Et donc il faut essayer d'avoir cette démarche-là. Donc je prends un exemple, par exemple, moi j'ai lu il y a 3 mois, là, quand c'est tombé, le rapport sur le Rhône. Ça va vous faire froid dans le dos, quoi. Et à l'horizon 2050, 2070, 2100. Le Rhône va changer de régime. Aujourd'hui, le Rhône c'est magnifique, hein, vous lisez Jules César, la guerre des Gaules, il y a un passage sur le Rhône, c'est magnifique, il le décrit, une puissance, un fleuve d'une puissance impressionnante, quoi. Donc vous allez à la Loire, c'est pas la même chose, quoi. Bon, c'est un fleuve qui est profondément glaciaire. D'accord ? Moi je viens de là-bas, c'est pour ça que j'en parle, hein, des glaciers. Donc, il ne me viendrait pas à l'idée, quand j'étais petit, d'aller me baigner dans les rivières pendant l'été, parce qu'elle est à 7 degrés l'eau. Pourquoi ? Parce que c'est la neige qui tombe et qui ensuite fond, mais les glaciers sont là, parce qu'ils retiennent la neige fond en partie, sauf les neiges éternelles, elle fond et elle nourrit ce qui fait que le Rhône, l'Isère, la Drôme sont froids. Et donc c'est une eau puissante. Voilà. Donc ça nourrit beaucoup de monde. Hein. Lyon, c'est avec l'eau du Rhône qui boivent de l'eau. Hein. Ils ne peuvent pas faire autrement, d'accord ? C'est juste avant les usines. C'est pas mal. Donc il y a ce Rhône. Or le Rhône va changer. Pourquoi ? Parce que d'abord il neige moins, d'accord, sur les glaciers, et deuxièmement les glaciers fondent. Et la perspective, c'est qu'en 2070, le seul glacier qui restera, c'est celui du Mont Blanc. Pas beaucoup, hein. Donc ils fondent. Et donc, ils se transforment.
il va se transformer. Donc, dans un siècle, le Rhône deviendra un fleuve au régime pluvial et non plus au régime glaciaire, pour parler vite. Hein. Et donc, il aura les mêmes aléas que la Loire. Par exemple, on a pu la traverser à pied cet été. Hein, c'est incroyable, j'ai vu des images ahurissantes. Donc, on est dans ce genre. Donc, il va falloir, ce qui fait que le Bas-Rhône, puisqu'on revient à notre histoire là, de l'Hérault tout à l'heure, hein, le Bas-Rhône, ils ont aujourd'hui une autorisation d'augmentation de leur ponction dans le Rhône qui est de 30 à 40% par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Donc s'ils ne veulent pas l'augmenter, donc comme ils vendent de l'eau, ils peuvent venir vous voir en disant vous voulez de l'eau, pour vous en donner, pour faire de l'eau potable, tout ce que vous voulez. Maintenant, on s'oriente vers l'interdiction de cette augmentation. C'est-à-dire que tous ceux qui puissent dans le Rhône aujourd'hui ne pourront plus augmenter. C'est pas encore fait. Il faut demander à ce que ça soit fait. Pour qu'on puisse préserver ce fleuve, et donc il faut trouver des solutions alternatives. Il faut aller vers une autre façon d'occuper, d'habiter même. Quand vous regardez la consommation d'eau, vous parlez de toute l'eau qu'il y a dans les plantes. Mais, pour faire un bâtiment, il y a beaucoup d'eau. D'accord ? La viande consomme beaucoup d'eau, mais le bâtiment aussi. Donc tout est à modifier pour qu'on se prépare à ça. Et je voudrais terminer là-dessus. Il ne faut pas se contenter du sage, de sa clé, tout ce que vous voulez. Je reviens sur mon dada. Il faut impérativement qu'il y ait un conseil citoyen par bassin versant. Ça s'est fait dans les PO, ça s'est fait dans le Var, ça s'est fait dans les Alpes, où les communes réunissent tous les citoyens, les communes du bassin. Là, c'est bien beau, là, je suis d'accord avec toi, ce que tu as dit sur l'intercommunalité, je suis d'accord. Mais souvent, l'intercommunalité, je ne sais pas ici, c'est pas les mêmes frontières que le bassin. Par exemple, sur le bassin du Lez, moi j'ai 5 intercommunalités, c'est ridicule. Pourquoi ? Parce que quelle est l'origine de l'intercommunalité ? Ben, c'est des origines politiques assez sombres, où un tel s'entend avec un tel et pas avec un autre, donc on te met dans ce truc, on te met dans l'autre. Il se trouve que les masses d'eau, elles n'ont pas obéi à la même logique, d'accord ? Donc, donc il faut réunir dans le bassin tous les gens concernés, et puis qu'on prenne des décisions collectives, y compris par rapport à tous les sujets. Et moi, je crois à l'intelligence de la majorité. C'est comme tu l'as dit, là, 92, c'est un bien commun. C'est un bien commun. Voilà, c'est sa définition. Donc, si c'est un bien commun, eh ben, on en décide tous ensemble. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut se préparer. Donc, bravo pour votre émission. Merci. Bon, ben voilà, on arrive au terme de cette riche réunion. Alors, juste pour restituer, on avait voulu réellement, moi je suis très content de tout ce que je viens d'entendre de la part de René Revol, parce que c'est exactement dans cet état d'esprit qu'on a construit un peu cette réunion. C'est pour interpeller, on l'a construit tout d'abord en allant à votre rencontre sur les marchés, de façon à recueillir votre problématique. L'eau, on en parle. De quoi on parle quand on vous parle d'eau? Donc c'est pour ça qu'on a réussi à sortir quelques thèmes. Et c'est réellement aussi, comme a dit René Revol, pour pouvoir vous apporter quelques éléments de personnalité et surtout de gens compétents, chacun dans leur domaine, qui vous amènent un peu d'expérience et un peu de savoir, de façon à ce que tous, chacun puisse effectivement s'approprier la réflexion et se positionner dans ce grand débat à venir, comment on va gérer ces problématiques. Alors, il y a le sujet, on l'a voulu volontairement très vaste, on a mis l'eau, pour savoir justement ce qui allait émerger. Donc le premier thème qui a émergé, c'est effectivement la crainte du manque de ressources. Mais il y a des tas d'autres thèmes qu'on n'a malheureusement pas pu aborder ce soir, comme notamment, on pensait étonnamment que sur ce territoire, il y aurait un thème par rapport aux dégradations que peut faire l'eau quand on a ces fameux épisodes Cévenol. Mais ça, c'est absolument pas remonté dans les premières approches qu'on a eues. Voilà, donc juste pour vous dire qu'on a effectivement plein d'autres thèmes à aborder. Donc l'idée, c'est, si vous nous suivez, c'est de continuer cette réflexion citoyenne et de continuer cette réflexion pour savoir comment s'impliquer dans le débat, comment le citoyen va pouvoir intervenir dans ce débat. Et on va essayer de construire une autre réunion, peut-être pour aller aussi plus loin sur vraiment des actions concrètes et des solutions concrètes à proposer.
Et au niveau des solutions à mettre en place, donc ça rejoint aussi le travail du député de la circonscription qui souhaitait vraiment mettre en place une assemblée citoyenne de façon à ce que les citoyens s'emparent des problématiques de leur territoire et construisent des solutions pour essayer d'améliorer les choses. Voilà un peu donc, le déroulé de toute cette réunion. Je remercie vraiment infiniment tous nos intervenants de qualité ce soir.